Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine, où je parle des livres que je suis en train de lire ou que j'ai terminé de lire durant la semaine. Il y en a généralement plusieurs, même si là depuis quelques semaines, je n'ai que 2 livres en cours. Pas tout à fait 2 d'ailleurs cette semaine, plutôt 3, parce qu'il s'agit ici d'une pléiade avec plusieurs livres regroupés dans le même volume. Donc dans la pléiade Gérard de Nerval, il sera question de 2 livres qui ont des points communs, qui sont des livres de voyage, et puis La Maison vide de Laurent Mauvigné, que je continue, que j'ai bientôt terminé, mais pas tout à fait. Et donc il s'agit de parler un peu de ces livres-là. Donc le livre que j'ai terminé cette semaine, c'est Le Voyage en Orient de Gérard de Nerval. Je l'avais déjà plus ou moins terminé en fait la semaine passée, mais j'avais encore dans cette version de la Pléiade à lire les appendices, les carnets de notes qui sont ajoutés à ceci. C'est toujours intéressant, c'est ce qui fait l'intérêt de ce genre de collection, d'aller lire aussi ce qui n'a pas été retenu par l'auteur, ce qui nous donne une image de comment le livre a été fait. Donc il y a des textes complémentaires, il y a un carnet de notes dont on lit les pages avec parfois de l'étonnement, comme on lit de la poésie moderne, de la poésie un peu obscure, comme celle peut-être de Gérard de Nerval, ou pas forcément facile à comprendre, avec des allusions ésotériques qui sont assez présentes aussi dans Le Voyage en Orient. Et par exemple à la page 2, on nous dit que les premières lignes sont au crayon, le reste à l'encre. On mesure l'homme et soi-même à voir, point de suspension. Une nature à qui manque l'amour-propre, le turc au riz, guichet, ou guichet, je ne sais pas comment ça se dit, Guischeh, avec ensuite un espace de points, près du Caire, Dekeli, le Midenna, minaret, le Kelb, la Djami et l'Eisson, chêne, libique, Yamin à droite, Chemal à gauche. Ahmed Ibn Toyloun créa le vieux Caire, l'appela Fosta, ou l'attente, c'est des notes de lecture peut-être de Gérard de Nerval, tout ça. Les chants, les chiens, tableau d'un mariage, placé, spifam. Voilà, donc on a la naissance du livre qui parfois se développe avec des généalogies, des recherches, des éléments qui sont parfois plus développés. On a des textes qui commencent à se constituer et ce carnet de notes donc est très intéressant à lire quand on a lu avant Le Voyage en Orient. Alors peut-être qu'il faudrait lire d'abord le carnet de notes, mais où on voit certains points d'attention qui sont donnés. Donc voilà quelque chose qui prolonge une lecture, prolonge donc cette lecture du Voyage en Orient dont j'ai déjà parlé. Et puis, après Le Voyage en Orient, il y a donc dans cette version ici de la Pléiade, l'Orlaï ou l'Orly, je ne sais pas comment le prononcer. L'Orlaï, c'est comme ça qu'on le prononcerait à l'allemande. Mais ici, avec un Y à la fin, Souvenirs d'Allemagne. Souvenirs d'Allemagne qui ne sont pas tous liés à l'Allemagne, alors même que dans Le Voyage en Orient, on se retrouve dans le monde germanique en partie. Donc on voit un peu les échos qu'il peut y avoir entre ce Voyage en Orient et puis ces Souvenirs d'Allemagne de Gérard de Nerval. Ça commence par une préface à Jules Janin. Jules Janin, un ami de Gérard de Nerval, bien oublié aujourd'hui, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas le personnage ou l'auteur qu'on lit le plus. Il y a un portrait de Gérard de Nerval par Jules Janin qui est assez intéressant à lire pour commencer. Et puis, on entre dans un autre voyage, celui
donc de Gérard de Nerval. Toujours vers l'Est, toujours vers l'Orient à quelque part. L'Allemagne étant par rapport à la France déjà quelque chose de l'Orient. Mais plus au nord, évidemment, ça commence par Strasbourg. Je vais juste lire le début de ce voyage vers l'Allemagne. Strasbourg, ça n'est pas encore tout à fait l'Allemagne, et ça l'est déjà un peu. Du Rhin au Main. Strasbourg. Vous comprenez que la première idée du Parisien qui descend de voiture à Strasbourg est de demander à voir le Rhin. Il s'informe, il se hâte, il fredonne avec ardeur le refrain semi-germanique d'Alphonse Karr. Au Rhin, c'est là que sont nos vignes. Alphonse Karr, c'était aussi un ami de Gérard de Nerval, parmi ces gens à qui, dans sa correspondance, il écrit assez souvent, comme Jules Janin, dont je parlais avant. Autre personnage bien oublié aujourd'hui, je crois. Mais bientôt, il apprend, donc le Parisien, avec stupeur que le Rhin est encore à 1 lieue de la ville. Quoi ? Le Rhin ne baigne pas les murs de Strasbourg, le pied de sa vieille cathédrale ? Hélas, non. Le Rhin à Strasbourg et la mer à Bordeaux sont 2 grandes erreurs du Parisien sédentaire. Mais tout moulu qu'on est du voyage, le moyen de rester 1 heure à Strasbourg sans voir le Rhin. Alors on traverse la moitié de la ville et l'on s'aperçoit à peine que son pavé de cailloux est plus rude et plus raboteux encore que l'inégal pavé du Mans qui cahotait si durement la charrette du roman comique. On marche longtemps encore à travers les diverses fortifications, puis on suit une chaussée d'1 demi-lieue, et quand on a vu disparaître enfin derrière soi la ville tout entière, qui n'est plus indiquée à l'horizon que par le doigt de pierre de son clocher, quand on a traversé un premier bras du Rhin, large comme la Seine, et une île verte de peupliers et de bouleaux, alors on voit couler à ses pieds le grand fleuve, rapide et frémissant, et portant dans ses lames grisâtres une tempête éternelle. Mais de l'autre côté, là-bas à l'horizon, au bout du pont mouvant de 60 bateaux, savez-vous ce qu'il y a ? Il y a l'Allemagne, la terre de Goethe et de Schiller, le pays d'Hoffmann, la vieille Allemagne, notre mère à tous, Teutonia. Notre mère à tous. C'est assez intéressant de lire ça sous la plume d'un Parisien, Gérard de Nerval, qui a beaucoup aimé l'Allemagne, et notamment la littérature allemande, qui a traduit Goethe notamment, les 2 Faust de Goethe, qui a traduit aussi les contes d'Hoffmann et d'autres auteurs allemands. Mais voilà, il y a cette fascination, notre mère à tous. N'est-ce pas là de quoi hésiter avant de poser le pied sur ce pont qui serpente et dont chaque barque est un anneau, l'Allemagne au bout? Et voilà encore une illusion, encore un rêve, encore une vision lumineuse qui va disparaître sans retour de ce bel univers magique que nous avons créé, que nous avait créé, la poésie. Parce qu'évidemment, il y a la réalité ensuite qui apparaît derrière le mythe, derrière la poésie, et une réalité plus banale peut-être. Il raconte ensuite ses problèmes d'argent quand il voyage, il doit voyager à pied, il dort dans des auberges, etc. Alors j'en suis encore au début de ce voyage-là, vers l'Allemagne, du Rhin au Main, et puis en Thuringe, et puis ensuite en Hollande, dans les Flandres, etc. Donc, je continue avec Gérard de Nerval, avec cette prose qui est tellement libre chez lui, je trouve. Il y a quelque chose qui fait qu'il ne se cantine pas dans une direction, mais ça navigue. Et pour le récit de voyage, c'est exactement ce que l'on apprécie. Parlons maintenant de l'autre livre, toujours en cours de lecture,
La maison vide de Laurent Mauvigné. Alors j'ai bien avancé dans cette lecture-là. J'en suis à la page 673. Donc il me reste moins de 200 pages, enfin assez peu de pages. Et j'ai donc continué à suivre ce destin des ancêtres de Laurent Mauvigné, destin basé en partie sur des réalités et en partie aussi réinventé, où on entre à l'intérieur de la pensée de ces personnages qui pourtant n'ont pas été des personnages connus par l'auteur. Et dans la partie que j'ai lue cette semaine, on passe petit à petit du point de vue de Marie-Ernestine, l'arrière-grand-mère, à celui de Marguerite, la grand-mère, personnage que l'on qualifie négativement dans la famille, qui est effacé des photos, contrairement à l'arrière-grand-mère. Et donc, on découvre petit à petit les relations entre ces deux femmes, avec en plus la relation avec l'arrière-arrière-grand-mère aussi, au début en tout cas, et puis l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, qui chamboule tout, et puis des mariages, le remariage de Marie-Ernestine, le mariage, mais après beaucoup d'aventures de Marguerite, et tout ça dans une ambiance toujours lourde, et toujours des choses assez horribles qui sont décrites, notamment le moment de l'apprentissage ou du travail de Marguerite chez un vendeur, monsieur et madame Claude, vendeur de vêtements. Et là, il y a des scènes assez sordides où la petite Marguerite, âgée d'à peine 13 ans, se retrouve en compagnie de son patron, et celui-ci abuse d'elle, même si elle a la consolation de sa collègue Paulette, avec qui elle vit une histoire d'amour également. Puis elle rencontre un homme, mais il y a toujours une mauvaise réputation qui la suit, comme une sorte de malédiction qui suit cette Marguerite. Voici ce qui se passe justement après un moment extrêmement dur. Il est en même temps présenté comme une sorte de vaudeville où la mère, Marie-Ernestine, retrouve sa fille, donc Marguerite, dans la chambre, ou dans sa propre chambre, mais en compagnie de son patron et de cette Paulette en petite tenue, et évidemment après avoir fait des choses qui ne sont pas racontées directement, mais qu'on devine aisément. Et la réaction qu'a aussi cette grand-mère outrée, son nouveau mari notaire qui est scandalisé, et donc la pauvre Marguerite qui se retrouve à perdre son emploi et à devoir retourner à la maison, et la réputation évidemment de la famille qui est remise en cause. Et il y a encore la grand-mère, la grand-mère de Marguerite qui est là et qui, elle, n'a pas forcément compris ce qui s'était passé et va la défendre. Voici comment réagit Marguerite. Elle n'avait rien mangé du tout, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien, ce qui était vrai, à cause de ses règles, ce qui était faux. Et sa mère et sa grand-mère l'avaient trouvée en effet pâle et l'air fatigué. Elle s'était allongée et n'avait pas eu à attendre longtemps avant que les larmes coulent, des larmes tranquilles et presque douces. Pas de larmes de colère ou de crise, non, rien, des larmes aussi calmes que la résignation
et l'évidence de comprendre ce qu'elle n'avait pas voulu voir pendant des années. Dans sa tête, elle entend la voix de Paulette qui lui lance en plein cœur la vérité de qui elle est, de ce qu'elle refuse de voir depuis toujours. Oui, pendant toute son enfance, elle s'est protégée en s'aveuglant d'admiration pour ses parents, parce que tous les deux, à leur façon, avaient des raisons d'être admirés, sa mère comme son père. Et elle avait été si fière d'eux qu'elle n'avait même pas pu, ou même pas vu, comment les rires sur son passage étaient justifiés. Une pisseuse qui n'a rien fait de sa vie, car elle savait qu'elle n'avait aucun talent pour rien, aucun amour pour rien, aucun courage pour rien, qu'elle n'aurait ni la force combattante de son père, ni la sensibilité musicale de sa mère, qu'elle ne serait sans doute jamais rien, parce qu'elle n'était déjà rien. Une fille comme celle qu'elle avait prise de haut pendant des années, gourdasse, oui, elle avait raison, Paulette. Ce n'était pas la peine de se la ramener pour des partitions qu'elle n'avait pas jouées, ni pour des positions qu'elle n'avait pas défendues. Et si elle était la fille d'une femme et d'un homme d'exception, ça ne faisait pas d'elle un être d'exception. Non, au contraire, sa banalité, sa nullité rejaillissaient d'autant plus au milieu de tous ces médiocres qui avaient fait d'elle leur mouton noir, parce qu'ils avaient vu qu'elle les méprisait, trop riches aussi, peut-être, sans avoir de quoi se vanter, rien pour elle, quand elle s'était demandé pourquoi on l'avait mise à la communale avec les gamines du coin et pas, comme les autres gosses de riches, loin, à la ville, comme on l'avait fait pour sa mère si elle n'avait pas compris pendant longtemps. Maintenant, elle comprenait, ça lui éclatait au cerveau comme une évidence. Sa mère et sa grand-mère avaient bien vu qu'il n'y avait rien à attendre d'elle qui mérite qu'on gaspille de l'argent dans une éducation qui ne lui servirait à rien, parce qu'elle la gâcherait avec son manque de délicatesse et de grâce. Oui, Paulette était bien plus belle et attirante qu'elle ne le serait jamais, ça, elle en était sûre. Donc on voit vraiment ici la manière dont cette jeune fille se déconsidère. C'est peut-être d'ailleurs pas après la scène que j'ai décrite où on la retrouve dans une position équivoque. C'est lors des premiers assauts de ce patron qui abuse d'elle, mais c'est elle qu'on accuse, elle et Paulette, qui sont les coupables, qu'on va traiter de tous les noms. C'est la faute des femmes. C'est un livre qui montre vraiment la pression sociale sur les femmes et à quel point il pouvait être, et sans doute il peut encore, être difficile d'être une femme. Et c'est d'autant plus marquant qu'il s'agit bien d'un homme qui écrit cela, un homme qui parle de celles qui ont été ses ancêtres, mais qui se met à leur place. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour nous les hommes, d'essayer de se mettre à la place des femmes, à l'heure où les théories dominatrices du masculin reprennent vigueur, où les valeurs prétendument masculines se pavanent, de se dire mais ça veut dire quoi être une femme ? Ça voulait dire quoi dans ces milieux-là ? Qu'est-ce que ça a été et qu'est-ce que c'est encore la vie des femmes ? Et ça, bien sûr, les femmes qui écrivent vont l'exprimer, mais que des hommes l'expriment aussi me paraît essentiel. Essaye de l'exprimer du moins. Et donc on suit la suite. Alors cette Marguerite va rencontrer un homme et il va y avoir une phase, brève semble-t-il, où elle vit le grand amour. Il y avait déjà un peu ça avec Paulette. Mais il y aura ça aussi avec André. Et puis ensuite, viendra à nouveau la guerre. Il y a aussi le poids de l'histoire. L'histoire qui est assez discrète. On nous raconte l'histoire du point de vue des femmes qui restent dans des lieux où, oui, il y a l'occupation allemande. J'en suis resté au moment où Marguerite va se rendre justement chez les occupants allemands pour
essayer de savoir où se trouve son mari, André. On dit qu'il est à Dunkerque, mais peut-être qu'il est maintenant en Allemagne, et espérer sa libération. Que va-t-elle faire? Comment va-t-elle se comporter avec ces Allemands? Et quelle sera la suite de tout ça? Elle a des enfants. On sait que ces enfants, l'un d'eux, le père de Laurent Mauvigné, va se suicider. On n'en parle pas de ce père. On sait qu'il est né un peu avant la guerre. Alors voilà, je vais en rester là pour ce livre aujourd'hui. J'y reviendrai la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il sera question toujours de ces deux livres-là. Et cette fois, je pense qu'il y aura autre chose. Il y aura d'autres livres qui vont arriver parce que je vais terminer cette semaine. Il y a peu de chance, à moins que tout d'un coup je tombe en panne de lecture, ce qui m'arrive assez rarement. Je vais terminer La Maison Vide et puis continuer Gérard de Nerval, et puis il y aura d'autres choses. Voilà, mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine et à tout bientôt.